Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence du réseau Habitat Logement en partenariat avec l'ADCF et le cabinet Espace Cité sur le thème Loi Égalité Citoyenneté, point sur les mesures logement. Nous sommes dans une actualité très chaude puisque le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres hier et il sera probablement voté au Parlement avant l'été. Il comporte évidemment un important volet logement, vous le savez. Le texte a ainsi vocation à renforcer le dispositif SRU, revoir la politique des loyers afin de créer une offre nouvelle de logements sociaux à bas loyer dans le parc existant et à lutter contre la spatialisation des territoires. Il en ressort une volonté de prendre en compte la territorialisation des besoins avec le souci de lutter contre l'étalement urbain. Donc en partenariat avec la DCF et le cabinet Espace Cité, cette webconférence vous propose de décrypter toutes les mesures du projet de loi impactant significativement les politiques du logement avec Claire Delpech, responsable habitat à l'Assemblée des communautés de France, Anne Berthy, animatrice du Club Habitat à la DCF, et puis Anne-Catherine Ledeuve, directrice générale déléguée d'Espace Cité, une agence spécialisée dans les politiques territoriales de l'habitat et du renouvellement urbain. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et nous faire part de vos remarques dans le module qui est situé en bas de votre écran. Voilà. Donc Claire Delpech, je vous laisse le mot pour l'introduction. Merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, on est vraiment très en phase avec l'actualité puisque, comme le disait à l'instant Magali, le projet de loi a été présenté hier. On est donc dans une actualité tout à fait forte. Alors, ce projet de loi, il vise à rendre opérationnelles des mesures qui ont été présentées par le Premier ministre à l'occasion de 2 siècles comités interministériels sur l'égalité et la citoyenneté. Le premier en mars 2015 et plus récemment en octobre dernier, en faveur de la lutte contre les discriminations et le renforcement de la citoyenneté. Et ce projet de loi, il comporte, outre un volet sur la jeunesse, un important volet logement qu'on va expliciter et sur lequel on va revenir longuement ce matin, qui entend répondre au phénomène de concentration des populations les plus pauvres dans les territoires les moins attractifs, du point de vue du logement, de l'emploi, de la desserte et de l'offre d'équipement, et rompre avec des logiques visant à ajouter de la pauvreté à la pauvreté. L'objectif, c'est donc bien de faire évoluer la mixité et l'égalité des chances dans l'habitat en utilisant principalement 2 leviers. Un levier qui vise à agir sur le parc existant en réformant la question des attributions de logement et en intervenant sur la politique de loyer des bailleurs sociaux, et un second levier qui vise à agir sur l'offre de logement en veillant notamment à sa bonne répartition sur le territoire au moyen du dispositif SRU qui est un peu revisité. Alors on va regarder dans le détail bien évidemment avec les explications que va nous présenter Anne-Catherine Ledeuve sur le contenu du projet de loi, mais d'ores et déjà on peut dire que les éléments centraux du projet de loi, ça va être notamment la fixation d'objectifs chiffrés en matière d'attribution. On va voir que 25% des attributions devront être consacrées à des ménages pauvres hors QPV et que par ailleurs, les collectivités auront l'obligation de consacrer un quart de leurs attributions au contingent, aux ménages prioritaires, qui par ailleurs, dont la liste par ailleurs est toiletté. On a apporté quelques compléments à cette liste, on le verra. Il y a également une obligation d'aligner les contingents des réservataires sur cet objectif de 25%. Et côté SRU, la redéfinition du champ d'application de la SRU en essayant de recentrer le dispositif sur les zones tendues, c'est-à-dire là où la pression de la demande est avérée, avec un renforcement des sanctions pour les territoires qui sont retardataires. Vous noterez au passage que le gouvernement a mis en ligne une application assez étonnante pour vérifier finalement commune par commune quel est le niveau d'application
du dispositif SRE sur le territoire, quel est le quota de logement social, s'il est respecté ou non au regard des obligations de 20 et de 25%, et quels sont pour les territoires qui ne le respectent pas le montant des amendes. Donc ça va évidemment faire un peu sensation. Alors plusieurs remarques assez rapidement sur ce projet de loi. D'abord dire qu'il s'inscrit dans la poursuite des dispositifs qui ont été mis en place par la loi Allure et la loi Ville en matière de transparence de la demande et de logique et de politique de peuplement, les accords collectifs intercommunaux, le plan partenarial de gestion de la demande, le numéro unique, etc. Quelle est la volonté de cet ensemble de mesures? On le disait en introduction, c'est d'en finir, pour reprendre la terminologie, avec la guillotisation, faire en sorte à ce que les publics pauvres ne se retrouvent pas systématiquement cantonnés au parc social situé dans des quartiers défavorisés. Une volonté d'apporter de la transparence dans les dispositifs d'attribution qu'on a déjà évoqués lors des webconférences précédentes. Une volonté aussi de décloisonner ces politiques qui sont encore très fréquemment déclinées à l'échelle communale et pilotées à cette échelle par les réservataires et les bailleurs sociaux, en positionnant, on va le voir, le pilotage au niveau intercommunal. Une volonté de fluidifier finalement les parcours résidentiels pour répondre aux objectifs qui sont confiés aux intercommunalités en matière de politique locale de l'habitat, c'est-à-dire d'intervenir sur la totalité du parcours résidentiel. Donc il s'agit d'agir sur le stock aujourd'hui, puisqu'on sait que c'est sur ce stock de logements qu'il y a le plus d'offres nouvelles. Ce qui est véritablement notable finalement dans le cadre de ce projet de loi, c'est qu'il met en situation les intercommunalités qui sont reconnues comme échelle pertinente pour piloter les politiques de peuplement, et que finalement il aborde la question de la mixité en ayant un regard sur l'ensemble du territoire, bassin de vie et bassin d'habitat sur lequel est installée la gouvernance intercommunale. Les intercos deviennent l'acteur central sur la production des aides à la pierre, c'était déjà le cas, et maintenant elles sont appelées à devenir un acteur central sur les politiques d'attribution. Finalement, avec les lois MAPTAM et la loi NOTRe, qui outillent déjà beaucoup les grandes agglomérations, les métropoles, on voit bien que cette panoplie se complète en quelque sorte au niveau des intercommunalités pour mettre en œuvre les politiques locales de l'habitat qui sont maintenant complètement de leur ressort. Alors, qu'est-ce qui va faire débat et de quoi on va parler finalement ce matin? Bien évidemment, on va évoquer le quota de 25%, essayer de comprendre comment il se décline dans les territoires et comment il s'articule, puisqu'il y a différentes obligations sur ce 25%. On va aussi voir que finalement ce quota de 25%, il aura des applications très très différentes d'un territoire à l'autre. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. D'abord l'importance du flux d'attribution, qui ne sont pas les mêmes sur le territoire, en dehors des QPV en particulier, sur la structuration du parc social, en termes de localisation et de niveau de loyer, en fonction des taux de rotation des collectivités, en fonction de l'organisation et du tissu des bailleurs, en fonction de la situation des ménages, selon qu'on est sur un territoire où il y a beaucoup ou peu de ménages pauvres, et bien évidemment en fonction de la tension de la demande du logement. D'une certaine façon, on pourrait dire que ce 25% apparaît comme étant assez rigide au regard de situations qui, bien évidemment, vont se trouver très très différentes, et il importe que ces obligations en matière de mixité soient en mesure de prendre en compte les situations individuelles. D'ailleurs, il importe que les communautés aient connaissance déjà de la situation de départ, et on va voir que c'est pas forcément gagné d'avoir une situation clair et chiffré de ce que représentent aujourd'hui les attributions dans les QPV, hors les QPV, et quelle est la situation des ménages concernés. Certaines communautés sont déjà proches des obligations chiffrées, d'autres au contraire sont beaucoup plus loin et devront mettre en place toute une série d'outils et définir de véritables stratégies au travers des différentes conventions prévues par les
par les projets de loi. Bien évidemment, ce qui fera débat aussi, c'est la capacité de réaction des bailleurs, notamment sur les politiques de loyer. Le projet de loi est d'ailleurs assez laconique concernant les obligations, puisque il évoque laconiquement le fait que les bailleurs sociaux adaptent en tant que besoin les loyers aux logements attribués en dehors des QPV à des ménages pauvres. Il y a quand même la question de l'équilibre économique des bailleurs qui devra être abordée, et ça va les obliger à revoir un peu les péréquations territoriales qu'ils ont pu établir. On voit bien qu'une des clés de réussite de ce projet de loi sera la coopération avec les bailleurs, qui va être très importante. Alors d'autres questions sont bien évidemment à évoquer, ou ont été évoquées, puisqu'il y a déjà un certain nombre de débats qui ont été engagés sur ce projet de loi, dont on a eu connaissance depuis le début de l'année. La question du risque de la vacance qui peut se créer dans les QPV, la capacité des collectivités pour lutter contre ce risque de vacance à redonner de l'attractivité à ces quartiers politiques de la ville, ce qui suppose quand même qu'elles y mettent les moyens en matière de transport, d'équipement, dans un contexte financier qui est relativement contraint pour elles. En conclusion, on pourrait dire que finalement, le projet de loi donne une place importante aux EPCI, bien qu'aujourd'hui, ces politiques d'attribution, elles se situent souvent dans la main à la fois des communautés et des communes, et dans celle des bailleurs. Donc, il va falloir pour les communautés qui sont légitimées par le projet de loi, véritablement prendre en main ces politiques en concertation avec l'ensemble des acteurs et se faire reconnaître comme chef de file. Je crois que c'est vraiment ça qui est important pour elles. Il va falloir trouver, en s'appuyant sur leur PLH, le bon équilibre entre les pratiques qui existent et les ambitions qu'elles vont vouloir donner, notamment en matière de correction des équilibres sociaux et spatiaux. Claire Delpech à l'instant, le projet de loi égalité et citoyenneté vient bien évidemment se positionner dans un contexte législatif qui est loin d'être vierge, avec effectivement ces lois Allure et ces lois Ville qui ont déjà apporté un certain nombre d'intentions en matière de réforme des attributions. Une loi qui vient donc particulièrement se positionner dans la continuité de la loi Ville de 2014, qui énonçait très clairement la nécessité de faire évoluer les pratiques en matière d'attribution de logements sociaux pour porter un meilleur équilibre entre les quartiers défavorisés, définis au titre de la géographie prioritaire de la politique de la ville, et le reste des territoires de l'agglomération dans un souci d'équilibre social et d'équilibre territorial. La loi, le projet de loi égalité et citoyenneté vient également conforter un certain nombre de dispositions prises dans la loi Allure qui, pour le coup, portaient plus explicitement cette ambition de réformer les politiques d'attribution avec ce souci de transparence et d'efficacité de l'action publique autour d'un certain nombre de dispositions que la loi égalité et citoyenneté vient préciser. Donc bien évidemment, cette loi, et ça fait partie aussi des points de débat qu'on entend aujourd'hui, vient conforter, amender et d'une certaine manière complexifier les intentions qui étaient déjà portées dans nos lois différentes, qui étaient portées dans la même période, mais qui étaient d'un côté portées par le ministère de la Ville et de l'autre par le ministère du Logement. Sur cette question d'inexité sociale, je ne vais pas revenir sur le concept et la portée même de cette terminologie. Je vous renvoie pour cela à une webconférence précédente que nous avons organisée sur cette question. Simplement, je voulais réinsister sur la nécessité de bien positionner ces politiques d'attribution et de mixité dans la politique locale de l'habitat au sens large, au regard de la dimension très interdépendante des leviers sur lesquels on peut agir autour de ces intentions d'un meilleur équilibre social et territorial dans l'occupation notamment du parc de logements sociaux, avec cette dimension tout à fait systémique de ces différents leviers et la nécessité, notamment pour les intercommunalités qui vont être à la manœuvre sur cette réforme, de bien agir de concert et en convergence sur ces différents leviers. Ces différents leviers, d'ailleurs, sont réinterpellés par le projet de loi égalité et citoyenneté dans un certain nombre de mesures relatives, avec bien évidemment une focalisation très forte et très centrale au titre de la mesure logement sur les processus d'attribution, mais aussi la réinterpellation de ce que j'appelle la politique de l'offre, la question de l'équilibre de l'offre de logements sociaux au sein du bassin d'habitat qui est celui de l'intercommunalité,
l'accessibilité de ces logements sociaux autour de la politique de loyer, mais aussi leur attractivité relative, qui doit effectivement rester une intention forte au regard des quartiers dits attractifs et des quartiers dits moins attractifs. La loi est un peu plus timide, en tout état de cause, fait moins le lien entre la question des mixités sociales et la question des choix résidentiels des ménages, qui à mon sens est quand même un des vecteurs tout aussi puissants de l'accès au logement social et des équilibres sociaux qu'on peut observer dans un contexte où, comme on avait pu le dire dans des précédentes conférences, on est dans bon nombre de territoires à des taux de refus de logements sociaux exprimés par les ménages de 40 à 60%, ce qui interpelle fortement sur à la fois l'efficacité du dispositif et les effets sur l'accès au logement et sur leur occupation sociale. Et au titre de cette question des mixités sociales, des choix très clairs de la part de ces ménages en matière de stratégie de rapprochement ou au contraire d'évitement résidentiel, qui est une vraie réalité dans ces fameux quartiers en politique de la ville dont il est question. Donc ces trois variables, il faut vraiment les avoir à l'esprit, politique de l'offre, processus d'attribution et choix résidentiel des ménages, puisque c'est en agissant sur ces trois leviers qu'on pourra essayer d'être le plus efficace et le plus convergent possible dans l'action des uns et des autres, dans les stratégies qui sont menées au quotidien sur les territoires, sous la houlette de cette intercommunalité qui est fortement interpellée par la loi. Alors, effectivement, ces différents leviers, politique de l'offre, processus d'attribution et stratégie résidentielle, sont déjà présents dans les précédentes réformes et sont explicitement réinterpellés dans le projet de loi au travers d'un certain nombre de dispositifs contractuels qui sont pointés ici dans la diapositive que vous voyez autour d'un certain nombre de croix, avec des dispositifs contractuels remis à l'agenda politique, les fameux accords collectifs intercommunaux qui étaient imaginés dans la continuité de la loi Besson dans les années 90 et qui avaient produit un certain nombre de résultats dans les territoires. Et puis, à côté de ce dispositif contractuel, d'autres leviers sur lesquels pourront agir les partenaires locaux pour porter ces intentions en matière de mixité sociale, un travail autour de l'observation de l'occupation sociale, j'y reviendrai, la réinterpellation plus ou moins explicite du programme local de l'habitat, les politiques de loyer, les systèmes de cotation qui, dans un certain nombre de cas, devront prendre en compte un certain nombre de priorités nationales réaffirmées, et puis ces fameuses conventions d'utilité sociale dont on voit qu'elles sont là aussi remises à l'agenda politique avec la volonté de réaffirmer leur rôle sur les stratégies d'attribution et les stratégies de peuplement portées par les organismes HLM. Sur la question des stratégies résidentielles, je disais tout à l'heure, le lien avec la mixité sociale est plus ou moins porté de manière explicite dans le projet de loi, avec pour autant quand même des liens bien évidemment très forts avec, j'y reviendrai tout à l'heure, ce qui est prévu en matière d'obligation de rendre public les logements disponibles, donc l'allocation choisie, et ce que ça peut impliquer en matière de mixité sociale au regard de ces fameuses stratégies de rapprochement ou d'évitement résidentiel que j'indiquais tout à l'heure. Voilà, donc on va passer un premier temps pour décrypter les différents volets de la loi pour ensuite revenir sur ce qui nous semble être les points les plus importants à retenir dans l'évolution de cette gouvernance locale des attributions et la philosophie générale dans laquelle ces politiques peuvent être menées. Donc le projet de loi comporte un certain nombre de chapitres autour de deux intentions globalement assez convergentes et qui sont explicitées en ces termes dans la loi. D'une part, plus d'équité dans la prise en charge des différentes catégories de demandeurs et notamment la prise en charge plus forte et plus équilibrée entre les partenaires qui attribuent des logements pour les publics les plus démunis, et d'autre part, un plus grand équilibre territorial dans l'accueil de ces publics défavorisés. Autrement dit, ce qui se joue là, c'est plus de solidarité entre les acteurs qui détiennent des réservations et qui attribuent des logements sociaux au quotidien, et plus de solidarité également dans les territoires au regard de leur capacité à accueillir ces ménages en situation de précarité. Et c'est autour de ces deux intentions, je crois, qu'on peut appréhender ces différents quotas portés autour des 25%, mais j'y reviendrai. Alors, tout d'abord, le chapitre 1, donc bien évidemment, c'est le volet consacré à la réforme des attributions, avec cette intention très clairement explicitée de mieux piloter les attributions dans cette intention de ne pas concentrer la pauvreté dans les territoires pauvres, de ne pas rajouter de la pauvreté à la pauvreté, et à l'inverse et en creux, d'être attentif à un plus fort accueil de ces ménages en situation de précarité dans les territoires sur lesquels ils sont aujourd'hui peu accueillis. À ce titre, ce chapitre 1 donc, réforme notamment le fameux article 441 du Code de la construction, qui est l'article qui régit les attributions
au niveau national, mais également la loi Besson de 90 et la loi Dallot de 2007, qui effectivement, autour de la définition des publics prioritaires, essaye de rassembler ces différentes priorités dans un même article. Pour mieux appréhender les objectifs et les effets de cette loi, on peut regarder d'un côté l'affirmation d'un certain nombre d'objectifs nouveaux, donc les objectifs de résultats attendus au niveau des territoires, et puis de l'autre côté des leviers qui sont identifiés par l'État comme des leviers tout particulièrement nécessaires d'activer pour mener à bien ces objectifs de résultats qui sont reformulés. Alors, ces objectifs de résultats, c'est d'abord des objectifs qualitatifs, comme je le disais tout à l'heure, avec des précisions, une explicitation des deux objectifs fondamentaux auxquels doivent répondre toute attribution, qui sont d'une part le droit au logement, avec la réaffirmation de ce que sont les publics prioritaires au titre de ce droit au logement au niveau national, et d'autre part une explicitation de la manière dont on peut appréhender le concept de mixité sociale, qui dans cette loi est avant tout une question d'équilibre entre les territoires dits pauvres, qui sont les quartiers en politique de la ville, et le reste du territoire de l'agglomération. Et c'est ces deux curseurs qu'il faut bien regarder au regard du sens même de cette loi, qui est effectivement d'expliciter d'un côté comment on exerce le droit au logement autour de ces priorités nationales, et de l'autre, comment la question des mixités sociales doit être appréhendée dans cet objectif d'équilibre, notamment entre les quartiers politiques de la ville et le reste du territoire de l'agglomération, autour de ces deux grandes intentions, qui sont le droit au logement et la mixité sociale, dans un contexte où effectivement la loi réaffirme qu'il ne s'agit pas de les opposer, mais de les concilier, et c'est bien la raison pour laquelle, compte tenu de la diversité des territoires et de leur adéquation avec les bassins d'habitat, c'est bien l'intercommunalité qui est la bonne échelle pour se concilier ce droit au logement et cette mixité sociale. Alors, si on en vient aux objectifs quantitatifs à présent, effectivement, il y a une certaine complexité à bien appréhender les impositions qui vont être mises en place au niveau local, avec deux quotas, en quelque sorte, qui sont définis autour d'un quota de 25%, qui, dans un cas, affecte les droits de réservation, on va dire au sens universel du terme, d'Action Logement et des collectivités locales, qui, dans les deux cas, devront consacrer au moins 25% de leurs attributions à ces ménages prioritaires au niveau national qui ont été redéfinis. De l'autre côté, et là on est dans un enjeu d'équilibre territoriaux, il s'agit d'accueillir pour au moins un quart des attributions en dehors des quartiers en politique de la ville, des ménages dits pauvres, ces ménages dits pauvres étant définis comme les 25% des ménages les plus pauvres de l'intercommunalité. Donc on voit bien que cette question des 25%, elle va beaucoup questionner au niveau local, puisque c'est quand même assez complexe à appréhender. Ce qu'il faut en retenir quand même, c'est qu'on a bien ce double objectif de plus de solidarité dans les différents contingents pour l'accueil des publics prioritaires, et de l'autre, plus d'équilibre territoriaux entre les quartiers en politique de la ville et le reste du territoire de l'intercommunalité. Ce qu'il faut retenir également, c'est que ces objectifs quantitatifs vont pouvoir être réétudiés localement au niveau de l'intercommunalité dans le cadre de l'accord collectif intercommunal qui va pouvoir dire de quelle manière ces objectifs d'accueil en dehors des quartiers en politique de la ville vont être déclinés entre organismes HLM et effectivement la manière dont les acteurs locaux assurent cet objectif de solidarité des contingents, collectivités locales et Action Logement autour de ce que jusqu'à présent porte tout particulièrement le contingent privé. Donc il faut bien avoir à l'esprit que ces objectifs quantitatifs, ils vont pouvoir, sous réserve de respecter ces obligations nationales, être travaillés de manière plus fine au niveau local, au niveau de l'intercommunalité, au sein de ces fameux accords collectifs intercommunaux. Alors maintenant, au-delà des objectifs quantitatifs et qualitatifs, la question des objectifs de moyens, si je puis dire. Dans le prolongement de la loi Ville et de la loi Allure, on a une interpellation très claire et très évidente des intercommunalités comme étant le bon niveau pour concilier ces objectifs d'équilibre sociaux et territoriaux, avec très clairement l'obligation de se conformer à la loi et l'obligation d'affirmer cette animation stratégique des attributions au niveau local pour les intercommunalités tenues de se doter d'un PLH ou ayant une compétence habitat et un quartier en politique de la ville. On peut dire globalement que la plupart des intercommunalités en milieu urbain vont effectivement être concernées par cette réforme, ce qui veut dire effectivement que ce sont ces intercommunalités qui, à présent, sur la question de la gouvernance locale des politiques d'attribution, vont devoir assumer un fort leadership
dans un contexte où on était par le passé effectivement plutôt dans un tandem organisme HLM commune, avec le regard vigilant, si je puis dire, des services de l'État, et j'en reviens tout à l'heure sur l'évolution du rôle de l'État. Corollaire de cette montée en puissance effectivement du niveau intercommunal, on voit effectivement une approche des attributions qui est beaucoup moins focalisée au niveau communal, avec d'une part la suppression de la possibilité de déléguer le contingent préfet aux communes, ce qui est effectivement pas neutre dans un certain nombre de territoires qui avaient pratiqué effectivement cette délégation du contingent préfet, et la clarification, et ça non plus c'est pas neutre, de l'impossibilité de recourir à la préférence communale dans les attributions. Il faut savoir que cette question de la préférence communale était déjà en théorie rendue impossible par le droit européen, mais elle n'était pas connue et pas effectivement rendue de manière très explicite dans la législation française. À présent, il est effectivement impossible de refuser l'attribution d'un logement sur le motif exclusif de la non-résidence dans la commune concernée. La réaffirmation du caractère prioritaire des publics visés par l'article 441 du Code de la construction est effectivement réaffirmée. Elle doit bien évidemment être respectée dans les commissions d'attribution des organismes HLM, et dans le cas où les collectivités auront mis en place des systèmes de cotation, bien évidemment, ces publics prioritaires devront être rendus visibles pour effectivement s'assurer que ces publics prioritaires bénéficient d'une priorité dans la file d'attente des attributions portées par ces systèmes de cotation. On voit également apparaître une disposition qui n'est pas neutre sur la question des équilibres sociaux. Je le disais tout à l'heure, c'est la question de la location choisie, alors qui apparaît un peu en un peu à la marge du projet de loi, dans l'intention effectivement de dire qu'il faut rendre le demandeur de logement plus acteur de son processus de demande de logement et du processus d'attribution. C'était une intention qui était portée par la loi Allure au titre de l'expérimentation. À présent, il est prévu, en tout cas dans le projet de loi actuel, de le rendre obligatoire sous les 5 ans, ce qui veut dire publication des logements disponibles et capacité pour le ménage de se positionner de manière préférentielle sur tel et tel logement. Ça n'est pas neutre sur la question des mixités sociales, puisque bien évidemment, dans un contexte où on assiste à des choix de rapprochement ou d'évitement résidentiel, notamment dans les quartiers en politique de la ville, il faut être très attentif à ce que ça peut produire effectivement dans l'expression de la volonté des ménages d'aller dans tel et tel quartier. Et donc le lien entre cette location choisie et les politiques de mixité sociale devra être regardé de manière très attentive par les territoires dans cette échéance. Je vais terminer sur ces dispositions pour pointer 2 derniers sujets. La première, c'est cette exigence de transparence qui était portée dans la loi Allure et qui est réaffirmée ici, avec l'obligation d'une traçabilité des décisions portées en amont des commissions d'attribution, où les réservataires de logements vont devoir rendre des comptes, dans des considérations à préciser, mais sur la manière dont ils positionnent tel et tel candidat sur tel ou tel logement libéré, dans cette intention à la fois d'expliciter les critères qui ont conduit à positionner tel et tel ménage et à rendre des comptes sur ce que ça a pu produire au global en matière d'attribution année après année. Et puis enfin, il y a un certain nombre de dispositions un peu plus ponctuelles qui sont prévues au titre de ce premier chapitre. La référence à un numéro unique de portée nationale, ce qui permettra d'échapper aux étanchéités entre départements ou entre régions, c'est-à-dire qu'un candidat qui aura effectivement porté telle et telle demande de logement sur tel et tel territoire sera versé au pot commun du système national d'enregistrement. L'intégration des relogements des projets de renouvellement urbain également dans le SNE. Et enfin, et c'est bien évidemment un outil très important pour orienter les stratégies en matière d'équilibre sociaux, le partage des données de l'enquête d'occupation sociale du parc détenu par les organismes HLM, la fameuse enquête OPS, qui jusqu'à présent était une enquête prévue pour produire un rapport au Parlement, mais qui bien évidemment, à partir de cette loi, et c'est bien utile, pourra être mobilisée dans l'éclairage et l'évaluation des politiques locales menées en matière d'équilibre sociaux, et notamment ces données OPS pourront être mobilisées par les intercommunalités pour mettre en place. On va s'intéresser maintenant au second chapitre du volet logement de la loi égalité et citoyenneté, qui globalement s'intéresse à l'un des principaux verrous de cet accueil plus équilibré des ménages modestes au sein des intercommunalités, et notamment à la possibilité de leur offrir une alternative vis-à-vis des quartiers en politique de la ville. C'est donc la question des loyers. Alors je rappelle qu'au niveau national, et c'est une ancienne revendication qui a été portée par un certain nombre d'associations, et notamment également le Haut Commissariat pour le logement des personnes défavorisées, 39% des loyers HLM en France
se situent au-dessus des plafonds APL, ce qui veut dire que pour un certain nombre de ménages, il s'agit effectivement de fournir un effort substantiel en matière de reste à vivre pour assumer ses loyers. Donc 39% des loyers qui dépassent ces plafonds APL et une grande majorité des loyers les plus faibles situés en quartier politique de la ville. Donc on voit bien l'effet extrêmement déterminant des loyers dans cette espèce de déterminisme pour les populations les plus modestes à aller dans les quartiers en politique de la ville. Donc c'est bien à cette question tout particulièrement que s'attache le deuxième chapitre de ce projet de loi, donc créer une offre de logements sociaux à bas loyer dans le parc existant et dans les secteurs socialement favorisés pour y loger ou reloger les ménages aux revenus modestes. Pour ce faire, effectivement, la possibilité qui est offerte aux organismes HLM, c'est de baisser les loyers. Il y a une espèce d'obligation de résultat, c'est-à-dire que les loyers ne doivent pas constituer un frein pour accueillir ces fameux 25% d'attribution aux ménages pauvres, et cette possibilité offerte en corollaire d'augmenter les loyers dans une logique de compensation dans d'autres quartiers. Alors, ces minorations et ces majorations de loyers vont être notamment consignées dans les conventions d'utilité sociale qui sont révisées à cette occasion et qui sont elles-mêmes concertées avec les intercommunalités qui sont à la manœuvre sur ces questions d'équilibre sociaux et avec l'État qui, bien évidemment, est signataire des conventions d'utilité sociale. Alors, si on regarde les choses un peu plus près, donc les organismes HLM vont effectivement être invités à moduler leur loyer dans l'objectif de cette mixité sociale, et donc notamment de pouvoir tenir ces objectifs de 25% des attributions en dehors des quartiers en politique de la ville pour les ménages les plus pauvres du territoire de l'intercommunalité. Modulation de loyer qui devront respecter un certain nombre de critères et de principes. D'abord, un principe de masse constance des loyers plafonds. Alors c'est un peu technique, je pense que ça méritait en soi une webconférence, cette question de la révision des loyers. Mais il s'agit bien évidemment, organisme par organisme, de ne pas dépasser la somme des loyers plafonds qui est celle qui est la leur avant cette réforme des loyers, dans un contexte où certains organismes HLM étaient déjà au plafond des loyers conventionnés et d'autres ne l'étaient pas, avec des marges de manœuvre de ce fait qui sont très différentes d'un organisme à l'autre. Deuxième principe, des règles de révision des loyers qui sont également encadrées par la loi, avec la référence qui est faite à l'IRL et à des possibilités de déplafonnement dans certaines mesures dans les cas de réhabilitation ou d'organismes en CG2LS, et puis le principe qui est également prévu de dépasser un plafond fixé autour de 5% dans le cas d'une concertation et d'un accord avec les associations locales de représentants, donc des associations de locataires, et puis bien évidemment, et ça paraît évident mais il faut le dire, des augmentations de loyers qui sont à la relocation et bien évidemment pas imputées aux locataires en place. Dernier point, bien évidemment, ces modulations de loyers, au regard de ce que prévoyait l'ancienne législation, vont être déterminées par des objectifs de mixité sociale, dans cette intention notamment de permettre, dans des immeubles où on assiste à une occupation sociale peu précarisée, d'accueillir davantage de ménages précarisés dans des logiques de modulation pour porter cette mixité sociale à différentes échelles, à l'échelle de l'intercommunalité, mais également à l'échelle des différents groupes immobiliers concernés au sein de ces différents territoires. Alors, ces politiques de loyer sont menées dans un contexte, par ailleurs, de resserrement des conditions de maintien dans les lieux des locataires, avec une rehausse des surloyers qui est portée à 35%, loyer plus surloyer, dans un cadre où ils étaient portés à 25% pour les ménages qui dépassent les plafonds du loyer HLM, et puis également un abaissement du seuil de ressources de perte au droit au maintien dans les lieux, qui passe de 200% à 150% des plafonds, et des délais raccourcis qui passent de 3 ans à 18 mois. Donc on voit par ailleurs qu'il y a quand même un resserrement de la vocation sociale du parc, avec une attention marquée au regard des ménages les plus riches, si on peut dire, de ces patrimoines, pour effectivement recentrer l'occupation de ce parc autour des ménages qui ont le plus besoin, qui étaient déjà des réformes portées précédemment dans la loi MOL. Alors, en synthèse, avant de revenir à un jeu de questions-réponses, il nous est paru important d'insister au-delà de ces différents dispositifs qui sont quand même assez complexes et assez foisonnants, de revenir sur ce qui nous semble le plus important à retenir de cette réforme et ce qui va faire le plus, si je puis dire, bouger les lignes de cette gouvernance locale des attributions. Et puis au-delà aussi d'un certain nombre de réactions qu'on peut commencer à voir apparaître dans la presse et dans les médias,
avec certains jugeant les mesures inapplicables, d'autres les mesures finalement assez faibles, ou effectivement, à l'inverse, trop exigeantes au niveau national. Alors, si on laisse de côté un certain nombre de dispositions qui sont plutôt de l'ordre de l'ajustement de réformes précédentes, on peut retenir trois grandes principales, à mon sens, trois grandes orientations principales autour de la philosophie de cette loi, qui effectivement quand même vient prolonger des intentions portées par la loi Ville de 2014, mais réaffirmer les choses d'une certaine manière. Donc trois grandes orientations principales. La première, c'est une forme de clarification du concept de mixité sociale, avec sa focalisation principale autour d'une plus grande équité territoriale dans l'accueil des plus démunis. Si je fais référence à des précédentes conférences, la manière dont on peut appréhender la question des mixités sociales dans l'examen qu'on peut porter aujourd'hui, de la manière dont les territoires ont porté ces intentions, on peut dire de manière un peu caricaturale qu'il s'agissait souvent, dans le passé, surtout d'être attentif à ne pas rajouter de la pauvreté dans la pauvreté, donc la pauvreté dans les quartiers pauvres. Donc, ces attentions un peu d'attribution sélective dans les quartiers en politique de la ville, c'était quand même beaucoup autour de cette intention qui était jusqu'à raison porter les politiques de mixité sociale. Si je puis dire, l'affirmation très forte de la loi égalité et citoyenneté, c'est le pendant, si je puis dire, et l'inverse en quelque sorte, ou le creux de cette politique, de considérer que la question de la mixité, c'est avant tout, à l'inverse, l'équité territoriale de l'accueil des plus modestes et la possibilité de proposer une alternative aux ménages les plus pauvres au regard des quartiers déjà pauvres. Et c'est toute la raison pour laquelle, effectivement, cette question de loyer est tout à fait importante, puisque c'est ça qui va permettre de détendre la pression sur les quartiers en politique de la ville. Plus globalement, je crois, ce que porte le projet de loi égalité et citoyenneté, c'est ce principe de plus grande solidarité dans l'accueil des plus précarisés, à la fois au niveau des différents contingents, et c'est la raison pour laquelle les collectivités locales sont interpellées sur ces fameux 25% d'attribution au titre des ménages prioritaires, et plus de solidarité territoriale dans cette possibilité de constituer des alternatives vis-à-vis du rôle que jouent aujourd'hui les quartiers pauvres dans l'accueil des ménages pauvres. Pour ce faire, bien évidemment, on voit bien la nécessaire mobilisation des intercommunalités qui sont réaffirmées comme la bonne échelle pour mener à bien ces politiques d'équilibre entre ces quartiers pauvres et le reste de l'intercommunalité, considérant qu'à l'échelle des bassins d'habitat que sont les EPCI, on a cette capacité à conjuguer non seulement les quartiers en précarité, mais aussi surtout les autres quartiers pour permettre d'offrir cette alternative aux ménages en précarité. Et puis le dernier point, quand même, il ne faut pas le mésestimer, c'est la réaffirmation quand même une forme de contrôle de l'État dans les territoires. Alors on pourra s'interroger sur les moyens qu'ont l'État pour mener à bien ce contrôle, mais avec effectivement ce regard vigilant que portera l'État dans cette montée en puissance des intercommunalités et cette gouvernance locale, avec effectivement une responsabilité de contrôle et d'encadrement qui se renforce, avec à la fois une prescription qui est renforcée sur l'exercice de ces droits de réservation dans le premier article du Code de la construction, et puis ce rôle opérationnel du préfet qui est attendu dans les différentes gouvernances locales de ces attributions. Donc la loi préconise bien cet enjeu d'équilibre dans l'accueil de ces populations modestes et défavorisées, avec effectivement cette égalité d'accès des ménages pauvres au-delà des territoires en politique de la ville. Pour ceci, effectivement, il y a bien ce double objectif de résultat et obligation de moyens. Donc là, je redis ce qu'on a dit quand même depuis le début de cette conférence, mais c'est le quota d'attribution, donc obligation de résultat, obligation de faire, étant entendu bien évidemment que ces quotas d'attribution sont des minimums. Il s'agit d'accueillir au minimum 25% des attributions de chaque organisme hors QPV aux ménages pauvres et au minimum 25% des attributions des collectivités d'Action Logement à ces ménages prioritaires. Bien évidemment, c'est très complexe à entendre. Il est très clair que les ménages dits pauvres et les ménages en situation de précarité au sens où l'article 441 le définit, sont pour partie les mêmes ménages, puisque bien évidemment, on sait que les ménages visés par le Code de la construction sont pour partie d'entre eux des ménages effectivement en situation de pauvreté. Mais effectivement, la complexité, c'est que les systèmes de définition ne sont pas les mêmes. Et puis, bien évidemment, comme le disait tout à l'heure Claire, la question des loyers, à la limite, ne doit pas être une question. Il y a obligation de résultat, et pour ce faire, les bailleurs ont effectivement nécessité d'adapter leur politique de loyer pour parvenir à ces résultats. Alors, qu'est-ce que ça appelle en matière de points de vigilance? Et évidemment, ça en appelle effectivement plusieurs. Cette question des quotas d'attribution, d'abord, elle est
très complexe à appréhender, déjà pour les techniciens, si je puis dire déjà pour les personnes qui sont autour de cette table en quelque sorte, et bien évidemment pour les élus, il faut être très attentif au niveau local à dépasser cette logique de contingent pour effectivement porter un vrai débat hein, sur ces enjeux de rééquilibrage entre les territoires, en laissant de côté, si je puis dire, dans un premier temps, ces logiques de quotas qui, effectivement, comme le disait Pierre Delpech, dans un certain nombre de cas, finalement, on n'en est pas très loin hein, d'accueillir ces 25% des ménages pauvres en dehors des quartiers en politique de la ville. Et effectivement, le ministère a présenté un certain nombre d'indicateurs au niveau régional qui montrent que dans un certain nombre de régions, on n'est pas très loin de ces 25%. Donc, soyez peut-être très attentifs à, dans un premier temps, mettre de côté, sans l'oublier, hein, ces objectifs de quotas pour être vraiment sur le débat, si je puis dire, plus philosophique de cette équité territoriale, de l'accueil des ménages les plus en nécessité d'accès au parc social, pour effectivement, dans un second temps, y revenir. Autre vigilance sur la question des moyens cette fois, bien évidemment, les marges de modulation des loyers entre les minorations et les augmentations sera plus ou moins applicable au regard des territoires détendus, dans lesquels on voit bien évidemment des seuils de loyer entre le parc social et le parc privé qui sont parfois très fins, très limités, avec déjà dans ces territoires des jeux concurrentiels entre le parc privé et le parc social qui sont tout à fait mesurables. Et on voit bien évidemment, dans ces territoires dits détendus, qu'on pourra bien évidemment baisser les loyers, mais qu'il sera très difficile d'augmenter les loyers dans, en particulier, les territoires qui sont déjà en situation de pauvreté. Corollaire à ça, effectivement, dans les intercommunalités où les quartiers en politique de la ville restent majoritaires, ce qui est quand même une part significative des intercommunalités, on voit bien là aussi que s'il est possible de minorer les loyers dans les territoires dits attractifs, il sera très difficile d'augmenter les loyers dans les quartiers en politique de la ville, dans lesquels, effectivement, si je puis dire, les petites classes moyennes qui y résident, qui vont peut-être aussi, par effet d'intérêt et de qualité, de rapport qualité-prix de ces territoires, où effectivement les loyers sont plus faibles, vont considérer que si on augmente les loyers, effectivement, ça devient beaucoup moins intéressant et ça devient effectivement un effet voilà, qui peut les conduire à effectivement refuser tout particulièrement d'aller dans ces quartiers si effectivement les loyers sont au plus près de loyers dans les territoires dits plus attractifs. Donc, cette question des modulations de loyers, elle interpelle à la fois dans les territoires détendus et dans les territoires dans lesquels les quartiers en politique de la ville représentent un point important, puisqu'on sait très bien qu'il sera très difficile de porter des majorations de loyer dans ces territoires, au risque sinon de renforcer effectivement leur précarité, puisque ce sont les ménages qui ont le moins le choix, ou dans tous les cas ceux qui sont APalisés le plus fortement, qui vont pouvoir trouver un intérêt à y aller. Je vais peut-être terminer sur effectivement 2 derniers points de vigilance. Effectivement, dans ce jeu entre quartier en politique de la ville et reste du territoire, on voit bien que la loi égalité et citoyenneté s'intéresse tout particulièrement aux autres territoires, c'est-à-dire accueillir les ménages pauvres dans des territoires qui ne sont pas sur un quartier politique de la ville. Mais bien évidemment, le pendant de ça, et c'est peut-être sur ça que les intentions de la loi Lamy vont se recentrer, ça pose effectivement la question de l'articulation entre ce qui va se passer en dehors des quartiers en politique de la ville et les quartiers en politique de la ville, notamment dans le temps de ce rééquilibrage. Je le disais tout à l'heure, les modulations de loyer vont se faire à la relocation. Donc ça va prendre beaucoup de temps, puisque c'est le temps de rotation de ces logements qui va permettre d'accueillir de plus en plus de ménages pauvres en dehors de ces quartiers en politique de la ville. Et le risque politique, si je peux dire, c'est que dans le même temps et immédiatement dès l'enclenchement de ces processus, il y a une tentation à se dire on va en même temps minorer l'accueil de ces ménages pauvres dans ces quartiers en politique de la ville. On voit bien que le temps de la rotation des logements en dehors des quartiers politiques de la ville n'est pas la même que dans les quartiers en politique de la ville, puisque, on va dire, en général, on a une mobilité dans le parc social moyen qui est de l'ordre de 4 à 5%, là où dans les quartiers en politique de la ville, on est souvent autour de 10%. Donc il y a un risque au final, à aller trop vite dans la minoration de l'accès à ces quartiers aux ménages pauvres, de minorer la capacité d'accueil au niveau de l'intercommunalité des populations en précarité, puisqu'on irait plus vite à minorer leur accueil dans les quartiers en politique de la ville que de renforcer leur accueil dans les autres territoires. Donc il faudra être très attentif à l'échéancier de ce rééquilibrage conjoint entre territoires attractifs et territoires de pauvreté pour faire en sorte qu'on ne minore pas l'accès des populations dans ces territoires. Et puis dernier point, mais effectivement il sera assez marginal, pour les territoires qui ne sont pas visés par la loi, il faudra être attentif à la maîtrise des processus d'attribution, puisque de toute façon, les organismes HLM auront cette obligation d'attribution prévue de ces 25% d'attribution prévue par la loi. Donc attention dans ces territoires à effectivement la manière dont les intercommunalités vont percevoir le dispositif et vont pouvoir les maîtriser. Deuxième
composante forte de la loi, hein, donc cette interpellation très forte des intercommunalités, avec l'obligation de faire pour ces EPCI tenus de se doter d'un PLH et avec la compétence habitat et un quartier en politique de la ville. Ces agglomérations, on sait effectivement, alors ce qui est très puissant, je pense quand même, enfin, il faut que les intercommunalités aient bien l'esprit, c'est qu'il y a à la fois une obligation de faire, c'est-à-dire que les EPCI qui sont visés par le premier point de cette diapositive vont être obligés d'assumer cette animation locale des attributions, donc une obligation de faire, mais aussi une incitation à faire de la part du législateur en donnant en quelque sorte des droits exclusifs aux intercommunalités dans la régulation de ces politiques d'attribution au regard de ce que permettrait, ce que pourraient faire de manière isolée les communes. Cette possibilité, effectivement, qui est réservée à l'intercommunalité de moduler ses objectifs de quotas, hein, qui est permis par l'accord collectif, c'est l'accord collectif qui est mené au niveau intercommunal, qui va permettre aux élus locaux d'agir sur ces obligations de 25% d'attribution au niveau des territoires. Donc, bien évidemment, au travers de l'intercommunalité, les communes vont pouvoir peser dans ces obligations qui leur sont faites autour de ces quotas. Deuxième, si je puis dire, incitation à faire, c'est dans le cadre de l'allocation choisie. Ce que prévoit le projet de loi, c'est effectivement qu'à partir du moment, en amont de l'obligation de le faire à 5 ans, si les intercommunalités décident de recourir à l'allocation choisie, alors les organismes HLM sont obligés d'y intégrer et de participer au dispositif. Donc on voit bien là aussi que grâce à l'intercommunalité, on pèse sur les stratégies et l'engagement des organismes HLM sur un certain nombre de dispositions. Troisième incitation à faire, si je puis dire, c'est le rôle que vont jouer les intercommunalités dans les conventions d'utilité sociale, puisque dans la loi, il est prévu que les EPCI sont invités à être signataires de ces conventions d'utilité sociale. Donc tous ces EPCI, là où par le passé c'était plus clairement explicité pour les métropoles, on voit bien qu'au travers de l'EPCI, les élus locaux vont pouvoir rentrer en négociation avec les organismes HLM autour de leur stratégie, bien sûr, d'attribution, mais aussi plus globalement, hein, leur stratégie d'investissement, de développement, de réhabilitation du parc social. Bien évidemment, le corollaire de ça, c'est qu'on peut considérer un relatif affaiblissement hein, du rôle des communes, hein, avec effectivement ce contingent communal qui est effectivement moins mobilisé dans un certain nombre de dispositions, avec effectivement l'impossibilité maintenant de déléguer le contingent préfet au maire, alors que l'intercommunalité pourra effectivement, elle, recourir à cette délégation du contingent, à la réserve près, bien sûr, de la prise de responsabilité d'ALLO. Donc, on peut effectivement s'attendre à ce qu'un certain nombre de PCI soit assez prudent quand même vis-à-vis de cette disposition. Donc voilà, donc ce qui est important sur cette question du rôle des intercommunalités, c'est qu'il y a à la fois obligation de faire et puis incitation à faire, avec quand même la vertu du dispositif au travers de l'OPCI, de permettre de donner aux élus et aussi aux élus communaux, de les doter d'un certain nombre de marge de manœuvre dans la gouvernance locale et notamment le rapport de négociation avec l'État et les organismes HLM. Alors, en revanche, là aussi, un certain nombre de points de vigilance. Je reviens sur la grande complexité technique hein, des dispositifs, qui est un peu liée à l'histoire de la réforme, hein, loi Ville, loi Allure, maintenant loi Égalité et Citoyenneté, avec un certain nombre de dispositions contractuelles qui ont été prévues, dont on peut considérer qu'il y a un grand intérêt à les fusionner, en tout cas c'est ce que nous on porte au niveau local, au lieu d'avoir un millefeuille qui soit le document cadre de la CI, le plan de gestion de la demande, la convention d'équilibre territorial et maintenant l'accord collectif intercommunal. Tout ceci se passant au niveau intercommunal, avec effectivement quand même dans la pratique beaucoup d'intercommunalités qui ont mobilisé leur conférence intercommunale de logement un peu sur tous les sujets. Voilà, invitation en tout cas de notre part en tant qu'expert à fusionner tout ça pour en faire un vrai projet politique avec ensuite la mobilisation d'un certain nombre de leviers qui relèvent soit du plan de gestion de la demande, soit de la convention d'équilibre territorial, soit de l'accord collectif, mais surtout à dépasser ce millefeuille contractuel pour permettre aux élus de se situer dans une vraie stratégie locale. Autre point de vigilance, le point de départ des intercommunalités qui est quand même très divers sur ces sujets, avec, on peut dire, si on est un peu caricatural, d'un côté des grandes intercommunalités à l'initiative, qui n'ont pas attendu la loi hein, pour être à la manœuvre et très, très engagées sur ces attributions, et qui quand même, pour une partie d'entre elles, ont su instrumentaliser la loi pour asseoir ce leadership, et de l'autre, des intercommunalités qui découvrent le sujet, qui n'étaient bien évidemment pas du tout sollicitées sur la question des attributions, qui ne connaissent pas les processus, et qui ont effectivement le sentiment, là, d'avoir un peu, on va dire, à 3 reprises, un petit peu un effet de millefeuille et d'injonction nationale qui les laisse parfois assez sceptiques et les laisse quand même assez démunis hein, d'un point de vue technique, parce qu'effectivement, tout ceci est assez complexe.
Je le disais, hein, la question des loyers qui, dans un certain nombre de cas, aura du mal à jouer, on va dire, à enveloppe constante, les jeux de minoration et d'augmentation. Ça interpelle effectivement le tour de table qui pourra être mis en place au niveau local, hein, pour compenser la non-possibilité d'augmenter les loyers au regard des minorations. Et ça interpelle indirectement et assez vite quand même les intercommunalités, puisque globalement, pour tenir ces impossibilités de majoration au niveau des minorations, il y aura d'une part la question de la solidarité nationale avec le rôle de l'APL, hein, le pouvoir solvabilisateur de l'APL. Un certain nombre de territoires expérimentent ça comme un des leviers principaux. Deuxième, on va dire, interpellation, c'est les bailleurs et leur bilan d'exploitation. Un certain nombre de bailleurs vont peut-être devoir au moins regarder comment, sur leurs fonds propres et sur leur bilan d'exploitation, ils vont pouvoir assumer un déficit d'enveloppe de loyer. Et puis enfin, assez vite quand même, on voit l'interpellation des intercommunalités qui, assez rapidement, vont être sollicitées, je pense, hein, par notamment ces organismes HLM pour mettre en place ce tour de table et peut-être mettre en place, dans un certain nombre de cas, ce que j'appelle les fonds de péréquation locaux qui permettent à la fois de compenser ces impossibilités de majoration et aussi jouer dans les effets de segmentation du parc avec d'un côté des organismes HLM qui auront peut-être les moyens de prendre sur leurs fonds propres des minorations, d'autres qui n'auront pas les moyens, et puis certains effectivement qui n'étaient pas au plafond de loyer, d'autres qui le sont aujourd'hui. Donc on voit bien que le jeu aujourd'hui des minorations et majorations de loyer entre bailleurs ne pourra pas fonctionner dans un certain nombre de territoires, il ne pourra pas résoudre les spécialisations sociales, et ça interpelle bien évidemment là aussi la nécessité de mettre en place ces fonds de péréquation pour échapper à ces effets de segmentation, ce qui interpelle assez directement les intercommunalités. Et puis dernier point, mais c'est peut-être plus anecdotique, la réforme de égalité et citoyenneté au titre des conventions d'utilité sociale ne les rend pas incontournables, et donc il faudra bien évidemment être attentif, y compris dans le dialogue avec l'État, pour faire en sorte que les attendus exprimés par les intercommunalités se retrouvent quand même dans la négociation locale portée par les organismes HLM au niveau de ces nouvelles générations des conventions d'utilité sociale. Je vais terminer par cette diapositive, peut-être pour que les personnes aient le temps de poser leurs questions. Je disais, troisième levier troisième composante un peu importante de cette loi, hein, c'est le rôle de contrôle de l'État, alors qui concerne non seulement les attributions, mais aussi la loi SRU, on y reviendra tout à l'heure si on en a le temps, avec d'abord un peu cette injonction à plus de solidarité entre contingents dans l'accueil de ces publics prioritaires, hein, pour faire en sorte que ce ne soit pas que le contingent préfet qui prenne en charge ces publics prioritaires, et donc cette nécessité pour les collectivités locales de consacrer 25% de leurs attributions pour ces ménages prioritaires qui réintègrent au passage, hein, je l'explique, je ne voulais pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même assez technique, mais ces publics prioritaires maintenant réintègrent les publics d'ALLO et aussi les orientations de projeter un certain nombre de PDLPD, donc on a quand même une mise en convergence un peu de tout ça qui simplifie les choses. Donc voilà, solidarité des collectivités locales et d'Action Logement dans ces obligations qui jusqu'à présent, dans un certain nombre de territoires, étaient surtout portées par le contingent préfet, c'est le premier point. Et puis aussi un État attendu comme plus présent dans les processus d'attribution et la gouvernance locale, une voix délibérative au sein des commissions d'attribution des bailleurs, c'est le premier point, la reprise en main du contingent préfet au titre de ces délégations, hein, qui maintenant ne sont plus possibles au niveau des communes et sont soumises à condition de la crise du DALO au niveau des intercommunalités. Donc on voit bien quand même dans un certain nombre de cas, ça va rester plutôt au niveau préfet dans un premier temps. Et puis la substitution possible dans les attributions effectives, hein, concrètement, en cas de non-respect des objectifs, hein, donc qui sont prévus par la loi dans le respect des contingents prévus, des quotas prévus de 25%, mais aussi on le verra tout à l'heure, en cas de non-respect des obligations de la loi SRU dans les communes carencées. Donc cette reprise en main des attributions par le préfet hein, est aussi un des leviers assez puissants, en tout cas en termes symboliques, de cette évolution de la loi égalité citoyenneté. Et puis, au travers des conventions d'utilité sociale, l'État souhaite regarder de plus près aussi les pratiques organisées par les organismes HLM en matière de stratégie de peuplement, puisque le volet peuplement des conventions d'utilité sociale va être renforcé. Ces conventions d'utilité sociale étant l'outil maître, on va dire, de négociation entre l'État et les organismes HLM dans toute leur stratégie d'action sur leur patrimoine au quotidien. À ce titre, là aussi, bien évidemment, un certain nombre de points de vigilance, la capacité qu'auront les services de l'État au niveau local à assumer ses responsabilités en termes de moyens, y compris humains, puisqu'on connaît effectivement les difficultés que rencontrent les services de l'État à assurer
en matière d'effectifs les obligations qui sont les leurs et ce dialogue avec les intercommunalités, dans un contexte où la responsabilité peut parfois paraître répartie ou peu claire entre le rôle des DDT, le rôle des DDCS et des services du préfet. Donc, cette gouvernance locale des services de l'État est aussi une complexité à suivre ces objectifs. Et puis aussi, une attention aussi, une vigilance à avoir, du caractère un peu repoussoir, je trouve, qui est porté notamment au titre de l'application de la SRU, la loi SRU, où on dit, la loi dit en tout état de cause, que si les communes carencées ne respectent pas leurs objectifs, alors l'État va attribuer sur leur contingent des logements à destination de ces publics prioritaires. Alors au début, dans les moutures précédentes de la loi, c'était mentionné au titre des DALO. Maintenant, c'est les publics prioritaires au sens large, mais on voit bien évidemment toute la symbolique que ça peut porter autour de ménages qui peuvent être stigmatisés à ce titre, en disant, voilà, le bâton, c'est de vous obliger à accueillir des publics prioritaires. Je ne pense pas que ce soit forcément complètement vertueux vis-à-vis de ce que la loi impose en matière de responsabilisation des uns et des autres autour de ces publics prioritaires. Alors, par la question de Monsieur Quemenard de l'agglomération de Saint-Brieuc, l'enquête OPS sera-t-elle mobilisable à échelle infracommunale? Alors, il faudra bien évidemment voir l'application de la loi. Il faut savoir que les données OPS, aujourd'hui, sont des bases de données au logement. Donc, c'est quand même une ligne d'information et c'est une base de données qui est excellente pour permettre d'observer à différentes échelles les spécialisations qu'on peut observer au sein du parc social. La difficulté jusqu'à présent était à la fois d'ordre réglementaire et d'ordre, on va dire, organisationnel. Le verrou réglementaire est levé puisque maintenant les données OPS vont pouvoir être mobilisées pour les politiques locales et notamment pour les intercommunalités. En revanche, il faudra être très attentif à la capacité qu'auront les organismes HLM à mobiliser ces bases de données à la bonne échelle, où on sent effectivement que le mouvement est peut-être un peu lent, dans un contexte où beaucoup d'organismes avaient délégué à des prestataires la mobilisation de ces bases de données, et aujourd'hui avec une vraie difficulté effectivement à les exploiter à une échelle fine, et en particulier à l'échelle des quartiers. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps. En tout cas, la loi le permet, mais l'enjeu, c'est qu'effectivement les organismes HLM mettent en place des systèmes qui permettent effectivement de transmettre ces données à un niveau suffisamment fin pour les exploiter de manière intelligente par les intercommunalités. Une autre question de Monsieur Lebeau de la mairie de Bagneux. La publication des logements disponibles ne risque-t-elle pas de favoriser les squats? Et de même, cette liste de logements disponibles va-t-elle concerner l'ensemble des contingents? Si oui, quelle capacité d'action pour la ville et le PCI dans l'élaboration d'une politique de peuplement? On est au tout début d'une intention, puisque effectivement, pour l'instant, ce qui est explicité dans la loi, c'est l'obligation de rendre les logements disponibles visibles. Je ne sais plus exactement les termes précis. On voit bien qu'on n'en est pas encore au dispositif extrêmement opérationnel et extrêmement concret. Pour la question des squats, oui, on peut être attentif. Après, c'est effectivement à chacun de prendre ses responsabilités. La question de la mobilisation des contingents, il faudra également voir ce que ça peut produire. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que pour les territoires qui expérimentent cette question aujourd'hui, et je pense en particulier à l'association régionale HLM du Grand Lyon, on est effectivement sur une mobilisation de l'ensemble des contingents, avec un principe d'un tiers des logements qui se libèrent, tout contingent confondu, qui sont dévolus à cette publication et effectivement le fait d'être rendu en location choisie. Après, il faudra bien évidemment voir dans quelle mesure la notion de publication est réalisée et portée au niveau local, avec effectivement la possibilité ou pas d'être dans des logiques de filtre, et y compris d'ailleurs en matière de système d'attribution et de système de cotation. Donc je pense pour le moment, il faut être assez prudent. La loi ne dit pas grand-chose. La pratique dit un certain nombre de choses, et je pense que le législateur s'inspirera également de ce qui peut être pratiqué au niveau local à titre d'expérimentation. Alors, Madame Metzger de la communauté de communes du pays Rochois nous demande dans quelle mesure les EPCI sans QPV sont concernés par les 25% d'attribution des ménages les plus pauvres. C'est une excellente question, effectivement. On voit, je pense que Claire, tu pourras peut-être préciser, mais
Aujourd'hui, les intercommunalités sollicitées au titre de cette réforme sont les intercommunalités dotées d'une compétence habitat et d'un quartier en politique de la ville, ou, et si je puis dire, les intercommunalités assujetties au PLH. Se pose la question des autres, où effectivement on pourrait considérer que les quotas d'attribution s'imposent à elles, sans pour autant qu'il y ait une évidence folle à ce qu'elles soient interpellées dans le tour de table de la fixation de ces objectifs. Il faut quand même avoir à l'esprit que rien ne les interdit de se doter quand même d'un accord collectif intercommunal, puisque c'est maintenant cet outil qui va être utilisé pour moduler entre partenaires locaux ces fameux quotas d'attribution. Donc on peut en tout cas considérer qu'il y a effectivement un intérêt pour ces collectivités locales à se doter de cette initiative locale d'un accord collectif intercommunal. Alors, Madame Chapelier, donc de la communauté d'agglomération Plaine Centrale Val-de-Marne, les instruments contractuels de la loi se réfèrent-ils aux EPCI se réfèrent aux EPCI, pardon. Comment la métropole du Grand Paris et ses territoires qui ne sont pas des EPCI s'inscrivent-ils dans ce projet? Quelle sera l'échelle pertinente qui mettra en place ces dispositifs? Une question propre au Grand Paris. Alors, c'est notre question habituelle. Oui. Effectivement, le sujet est complexe dans un contexte où effectivement on peut considérer que la compétence habitat est dans une répartition entre la métropole et les EPT de répartition en fonction de ce que la métropole prendra. Voilà. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'un certain nombre d'EPT ont commencé à se mobiliser quand même sans attendre la clarification de cette question, pour effectivement se mettre en ligne avec l'évolution législative. Je pense que c'est vraiment une question qui, au bout d'un moment, devrait peut-être remonter directement au ministère, qui est quand même le plus à même d'apporter des réponses. Oui, je pense que c'est effectivement une question qui sera de toute façon abordée dans le cadre du débat parlementaire, parce qu'on voit bien que là, il y a un trou dans la raquette, pour dire les choses assez simplement. Donc, de toute façon, elle va être abordée. On imagine bien que appliquer un quota chiffré en matière de politique d'attribution à l'échelle de la métropole, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, de toute façon, il y aura une volonté, puisque l'idée c'est d'outiller des communautés, de donner des compétences aux EPT en la matière. Mais le texte est, alors volontairement ou pas, mais effectivement très discret sur les modalités d'application à la métropole du Grand Paris. Alors, une question de Madame Mousseux-Lame de l'agglomération Terre de France. Quelle différence entre le document cadre et l'accord collectif interco? Quels sont les textes, les articles de référence? Alors, le document cadre est issu dans sa philosophie de la loi Ville, de la loi ANI de 2014, même s'il n'était pas spécifiquement fait référence à ce document dans l'article 8 de la dite loi, tandis que les accords collectifs ont été initiés par la loi Besson de 90 et réactualisés, remis au goût du jour par la loi Égalité et Citoyenneté, avec une clarification de son caractère obligatoire, puisque l'accord collectif est maintenant rendu obligatoire pour ces fameuses intercommunalités soumises à obligation d'un PLH ou intercommunalités dotées de la compétence habitat et d'un quartier en politique de la ville. Donc voilà l'historique de ces lois. Encore une fois, j'aurais tendance à conseiller aux intercommunalités d'associer ces différents dispositifs autour d'un seul et même document à la fois politique et technique qui permettent de mettre en convergence à la fois ces différentes lois et les différents leviers d'action sur la question des mixités dans les attributions de logement. Monsieur Lebeau de la mairie de Bagneux, concernant la disparition de l'exonération du SLS, concerne-t-elle les futurs PLH négociés ou peut-elle remettre en question une exonération en cours? Je pense que c'est une question qu'il faudrait poser aux législateurs et là aussi peut faire partie des débats parlementaires. Cela dit, le PLH, c'est un document d'orientation, mais les exonérations de SLS interviennent aussi en relation avec les bailleurs. Donc, bien évidemment, il faudra une adaptation. Madame Berthy? Oui, si je peux un peu éclairer aussi le débat, il est prévu dans le projet de loi
que les PLH se mettent en conformité avec l'ensemble des dispositions qui figurent dans cette loi. Et donc, en l'occurrence, le PLH doit, dans un délai de moins de 2 ans, ou 2 ans maximum, si je me souviens bien, se mettre en conformité avec l'ensemble de ces nouvelles dispositions. Donc, quelque part, mais sous réserve effectivement d'en faire une vérification très précise auprès du législateur, on peut imaginer qu'il y aura une remise à plat des dispositions concernant le SLS dans le PLH, puisque le PLH est censé ne plus prendre de dispositions d'exonération. Donc voilà un peu ma réponse relativement pragmatique, et si on s'en tient aujourd'hui à l'interprétation des éléments qui figurent dans la loi. Merci. Alors, une question de Madame Vimon, donc de l'agglomération Cœur de l'Essonne. À quelle échéance l'obligation des 25% d'attribution entre-t-elle en application? Comment l'État contrôlera-t-il le respect de cette obligation? Question centrale. Alors, tout dépend de quel 25% on parle. Je rappelle qu'il y a 2 règles de 25%, ce qui fait effectivement la complexité de la loi. 25% des attributions des collectivités locales devant être dévolues au public prioritaire et 25% des attributions en dehors des QPV dévolues aux ménages pauvres. Je imagine qu'il s'agit des 25% des collectivités locales. On peut dire que dès la publication de la loi, ces obligations, notamment sur les contingents des collectivités locales, vont devoir s'imposer. Pour ce qui est effectivement des attributions en dehors des quartiers en politique de la ville, peut-être faudra-t-il plaider dans un premier temps sur le temps d'énonciation d'une stratégie pour effectivement faire en sorte qu'il y ait la capacité à éclairer ces attributions par les organismes HLM pour s'assurer de la pertinence de ces attributions aux ménages pauvres en fonction de critères d'attribution et d'équilibre sociaux. Peut-être que sur ce sujet-là, il y aura en tout cas une progressivité du système compte tenu du fait que les collectivités sont particulièrement invitées à réfléchir à la modulation de ces objectifs. Oui, sans doute. Je pense qu'il y aura de toute façon obligation des publications de la loi et après intégration dans les outils de contractualisation au travers, dans le cadre des débats qui vont être menés avec la conférence intercommunale, la CIL, sa déclinaison sur les accords collectifs. On peut imaginer qu'effectivement, comme il y a des négociations à conduire avec les bailleurs dans une perspective de modulation ou de répartition entre eux de cet accord, il y aura de toute façon une montée en charge progressive, on va dire. Alors par ailleurs, il y a effectivement des décrets d'application, mais pas forcément sur cette thématique-là. Alors, il n'y a plus d'autres questions, donc je vous propose que l'on poursuive sur la fin de l'intervention. Vous vouliez réagir? Oui, je vous en prie. Allez-y. Bon, pour avoir une vision, je dirais, plus terrain, plus en lien avec l'opérationnel, cette loi est une loi importante, malgré sa complexité, dans la mesure où elle apporte un volet quand même déterminant sur une politique, en tout cas en matière intercommunale, où on n'était pas forcément très disposé à aborder, pour 2 raisons majeures. La première raison, c'est que la plupart du temps, les intercommunalités se sont établi leurs compétences sur un socle qui était plutôt lié à la vocation du PLH, c'est-à-dire à celle de la répartition de l'offre, le développement également de l'offre nouvelle, et beaucoup moins sur la question de la gestion sociale du parc social. La deuxième raison aussi, c'est que les attributions que l'intercommunalité s'est souvent construite sur un deal politique et que les attributions restaient une prérogative volontairement subdéléguée, maintenue, disons, au niveau des communes, et que fort peu d'intercommunalités se sont, je dirais, positionnées sur ce domaine-là pour éviter justement d'avoir, comment dirais-je, d'imposer aux communes comment dirais-je, une chacun chez soi particulière. Voilà, chacun chez soi. On voit bien dans l'approche qu'on a des différentes intercommunalités qu'il y a un long chemin à parcourir pour positionner de façon claire et faire en sorte que les élus communautaires aussi se positionnent
pour prendre en main, je dirais, la politique d'attribution. Mais je dirais que la loi, justement, apporte cette impulsion et il faut se saisir, je dirais, de l'ensemble des outils qui sont aujourd'hui déployés à travers ces dispositions pour amorcer cette nouvelle politique. J'insisterai sur un point important parce qu'on l'a évoqué, mais du point de vue, je dirais, des intercommunalités, cette loi va imposer de muscler les éléments en matière de connaissance du parc social et notamment de l'occupation du parc social existant et muscler également tous les outils d'observation, puisque vous le voyez bien, au fil de l'ensemble des dispositions, il y a de façon permanente, l'affichage d'objectifs. Ces objectifs doivent être territorialisés, puisqu'en réalité, en matière d'affectation, des attributions, de suivi des publics suivant les différents contingents et suivant les différentes catégories aussi de publics, il va falloir, je dirais, fortement développer les outils d'observation. Alors, outils d'observation propres à l'intercommunalité, mais aussi outils d'observation partagés, parce que cela repose aussi sur la capacité d'avoir un dialogue sur cette connaissance, mais aussi sur ce suivi, avec l'ensemble des partenaires qui vont être autour de la table. Alors, les bailleurs sociaux, quelquefois c'est assez compliqué dans certaines intercommunalités d'avoir un dialogue, je dirais, assez transparent et constructif avec les bailleurs sociaux. Donc là, c'est un premier challenge. Avec l'État qui dispose d'un certain nombre d'outils d'observation, mais souvent pas aussi fins que ceux qu'on peut mettre en place à l'échelle d'une intercommunalité, et outils également d'observation partagés avec les communes qui resteront quand même les réservataires, donc les principaux réservataires. Donc j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut commencer par ça, c'est-à-dire il va falloir commencer à établir les outils, ou en tout cas les renforcer, là où ils existent et qui sont souvent assez performants, il va falloir les renforcer. La conséquence de cela, et qui nous a été soulignée à plusieurs reprises dans les interviews qu'on a pu faire à droite, à gauche, c'est également l'implication, les conséquences en termes de moyens d'ingénierie et qu'il va falloir développer. Alors, par rapport à ça, je dirais qu'il y a deux attitudes. Soit c'est une repriorisation des moyens existants dans l'intercommunalité, repriorisation vers ce chantier, et peut-être, je dirais, lever un petit peu le pied sur les autres activités plus traditionnelles, ça c'est possible. Et la deuxième possibilité, eh bien, c'est la possibilité, je dirais, de renforcer et de muscler les équipes, voire les partenariats, pour se doter de ces nouveaux outils. Donc ça, c'est un diagnostic qu'il faut aussi, comment dirais-je, qu'il va falloir faire très très vite pour pouvoir mener ce chantier. Alors, en contrepoint, on peut dire aussi que ce sera un chantier qui s'étalera fortement dans le temps. On l'a déjà dit, je n'y reviendrai pas. Mais je crois qu'il n'y aura pas d'autre solution que de l'inscrire dans le temps. Et j'espère que les systèmes coercitifs ou de contrôle des obligations qui seront ceux de l'État local auprès des intercommunalités intégreront cette vision de progressivité de la mise en œuvre. Sinon, je crois qu'on court devant de fortes difficultés, au moins sur un certain nombre de territoires. Et puis, je voudrais aussi mettre le doigt sur le chantier qui me semble le plus difficultueux, qui est celui, et que les communautés ne mettront pas, n'entreprendront pas si il n'y a pas d'ores et déjà une mobilisation et une mise en route des bailleurs sociaux sur cette question-là, c'est celle des loyers. Je crois que c'est la question la plus compliquée, parce qu'on l'a déjà identifiée. Cette loi, elle n'arrive pas comme ça avec des solutions toutes faites et issues de la comment dirais-je, la seule volonté de l'État. C'est bien
parce qu'on est fort d'un constat local qu'on a déjà fait remonter à de nombreuses reprises, qu'il y a des parcs sociaux à plusieurs vitesses et que ces parcs sociaux à plusieurs vitesses sont notamment liés à la tarification des loyers et au coût du logement social neuf actuellement. Donc c'est bien pour cette raison-là qu'aujourd'hui on a un parc à plusieurs vitesses et que les processus d'attribution ont buté sur cette question-là. Les loyers du parc social récent, celui qui est justement développé sur les communes en dehors des villes-centres pour la plupart du temps, eh bien ces loyers sont beaucoup trop chers par rapport aux publics qui sont visés par cette loi, et par rapport aux publics notamment des 25% ciblés par la loi. Donc j'attends de voir personnellement comment on va débloquer et comment on va trouver des solutions pour effectuer ces péréquations. Donc là, il va falloir être très attentif, peut-être même d'ailleurs inciter les bailleurs sociaux en tant que communauté, par exemple, à travailler ensemble. On n'a pas beaucoup parlé de cette question-là, mais je crois qu'elle est sous-jacente à la mise en œuvre, c'est une des conditions, pardon, sous-jacente à la bonne mise en œuvre de cette loi, c'est comment on arrive à cheminer dans certains territoires, plus que d'autres sans doute, vers une démarche interbailleurs qui mettent en commun un certain nombre d'outils de travail, mais aussi d'outils de connaissance, et qui permettent de mettre autour de la table l'ensemble des bailleurs pour produire pour réfléchir à la stratégie qu'on va mettre en œuvre et donc les moyens qui sont derrière. On ne peut pas imaginer, pour être très clair, qu'il y ait une politique de modulation des loyers sur certains territoires si on ne fait pas travailler ensemble les mêmes bailleurs. Parce qu'en fait, il va falloir harmoniser la tarification de ces différents parcs en fonction de ça. C'est un peu ma crainte quand je vois que la politique des loyers est finalement totalement basculée dans la révision des conventions d'utilité sociale, parce qu'il faut savoir que les conventions d'utilité sociale sont propres à chacun des bailleurs. Et il n'y a a priori aucun travail collectif et interbailleur au niveau de l'élaboration des CUS. Donc, s'il y a une responsabilité à avoir au niveau des intercommunalités, c'est d'être justement en situation de mise en cohérence et de travail intercus, je dirais, ou en tout cas interbailleurs pour harmoniser les politiques qui vont s'élaborer au sein de chacune des CUS. J'espère que je me fais à peu près bien comprendre sur cette question-là. Et parce que vous voyez, moi j'attendais personnellement, parce qu'on a travaillé sur ce sujet-là, bien entendu, et j'attendais que la loi soit plus offensive sur la question justement des loyers. Je pense qu'entre les différentes versions de la loi, il y a eu petit à petit une prise de conscience de la difficulté de ce chantier, mais aussi peut-être de la prudence à avoir. Et donc, le libellé, je dirais, de ce volet essentiel de la mixité par la modulation des loyers est un peu, je dirais, un peu mise en ravalé à le rang véritablement de technique, à travers les CUS, etc. Et on peut considérer que les véritables solutions se sont un peu éloignées du contenu de la loi. Oui, vas-y, mais je voudrais effectivement réagir sur cette question-là qui est effectivement tout à fait fondamentale et dans lesquelles je pense que les intercommunalités vont devoir faire preuve d'une très grande habileté à la fois pour dépasser une forme d'immobilisme, des très grandes frilosités exprimées par les organismes HLM. On l'a vu dans les prises de position récentes, on sent une très grande prudence, voire la volonté d'être très attentiste, on peut le dire, de la part du milieu HLM sur cette question-là, parce qu'on voit bien que l'équation économique, elle est pas simple du tout, et il va y avoir un effort financier à mener. La question, c'est de savoir qui va mener cet effort financier. Donc, grande habileté à la fois vis-à-vis de cette frilosité, pour quand même travailler sur l'un des leviers les plus puissants de ce rééquilibrage. Je disais, politique de l'offre, on y est à peu près. Les PLH ont fait leur œuvre, quelque part. En tout cas, politiquement, la question de l'équilibre territorial du logement social, elle est globalement un peu dépassionnée dans les territoires. La question des choix résidentiels, je continue à penser que ça mériterait d'être regardé d'un peu plus près, avec une attention un peu plus marquée de la part des acteurs du logement social pour l'interpeller dans un sens, on va dire, commun.
la question des loyers, effectivement, enfin, elle va être hyper déterminante et fondamentale dans les périodes qui s'ouvrent. Donc, grande habileté des intercommunalités vis-à-vis de cette frilosité, vis-à-vis des effets de segmentation sur lesquels je suis passée un peu rapidement tout à l'heure, mais d'expérience, on assiste assez souvent quand même, sans être caricatural, à des situations dans lesquelles on a l'office communal en centre-ville qui a des marges d'augmentation des loyers, puisqu'ils n'étaient pas au loyer plafond, mais une capacité financière très limitée, et des sociétés d'HLM privées, les ESH, qui sont plutôt en situation de périphérie, avec des capacités financières, enfin une situation financière meilleure, on va dire, mais des marges d'augmentation de loyer qui n'existent pas, puisque dans la plupart des cas, on était déjà au loyer plafond. Donc on voit bien que les effets, les marges de manœuvre ne sont pas les mêmes, et les territoires ne sont pas les mêmes. Donc il est absolument impossible de résoudre la question des équilibres sociaux et territoriaux si on réagit organisme par organisme, avec effectivement la nécessité pour les intercommunalités d'animer ce débat. En revanche, peut-être d'animer ce débat avec une certaine prudence, puisqu'on voit bien qu'il y aura un tour de table financier à mener, le rôle d'amortisseur de l'APL au niveau national, la capacité des marges de manœuvre de chaque organisme, et malgré ça, je pense qu'on n'y arrivera pas, et donc il y a un moment donné où il y a la logique de compensation qui devra être menée, où, bien évidemment, très rapidement, on va se poser la question du rôle des collectivités locales, et dans cette logique de modulation et d'équilibres sociaux et d'équilibres territoriaux, on voit bien évidemment que la question de l'intercommunalité est l'échelle qui va être très vite mobilisée et sollicitée par les organismes HLM. Donc, habileté, pour ne pas laisser échapper, laisser les intercommunalités à côté de la route, si je peux dire, regarder le TGV passer et chaque organisme réfléchir dans son tuyau de patrimoine, mais en même temps, grande prudence, parce qu'il y a un moment donné, il faudra faire un tour de table et voilà, faire attention à ce que ce ne soit pas trop vite le rôle de la collectivité locale qui soit interpellée pour compenser cette équation économique qui ne tournera pas toute seule. Une petite réaction aux deux réactions qui semblent effectivement aller tout à fait dans le même sens. On voit bien que la loi touche des points d'une très très grande sensibilité. Il y en a deux. Il y a cette question effectivement des bailleurs, de la question des loyers, de l'interbailleur. Toutes les collectivités ne seront pas dans la même situation d'égalité selon ce qui vient d'être dit. On sent bien quand même qu'une des clés sur ce qui fera pression, notamment sur l'État en matière d'APL, ça va être ce qui va se passer en Île-de-France, où là, vraisemblablement, ça va être très très compliqué. On est souvent sur des loyers très proches des niveaux plafonds, et du coup, il va falloir injecter des fonds supplémentaires si on veut véritablement réussir à remettre, réajuster les équilibres territoriaux, avec une gouvernance, on l'a vu dans les questions, qui pour l'instant s'installe timidement et qui est encore très ancrée au niveau communal. On voit bien, autre question de sensibilité, la relation avec les communes. Il ne s'agit pas de faire contre la commune, il s'agit d'arriver à faire avec, comme le font d'ailleurs les collectivités qui ont déjà construit beaucoup de choses, Lille, Rennes, Nancy, Grenoble. Il y a un travail de co-construction avec l'échelle communale qui reste une échelle de proximité extrêmement importante, notamment dans la gestion de ces quartiers. On voit qu'on met les communautés dans une position de négociation, et c'est en fonction des éléments dont elles vont disposer où elles seront plus ou moins armées, plus ou moins fortes pour conduire ces négociations en tant que chef de file et non pas subir des règles ou des visions de cette politique que mettraient en place soit les bailleurs, soit les communes. Du coup, ça me fait réagir sur le point qu'évoquait Anne Berthier à l'instant en matière de diagnostic et d'enquête OPS. Alors, il me semble avoir entendu dans d'autres cercles que le mouvement HLM prévoyait une large ouverture de cette enquête OPS, d'ailleurs c'est prévu dans la loi, avec un système de mise à disposition assez fin des données dans une interactivité assez forte avec les collectivités locales, mais que bien évidemment tout ça ne va pas se faire tout de suite. 2016, 2017 au mieux, voire 2018, et plutôt 2018. Alors la vraie question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend d'avoir l'outil formidable et particulièrement articulé, regardé sous tous les angles pour enfin avoir la vision en quadrichromie 360 degrés de la situation de l'occupation du parc, de la connaissance de la demande, ou est-ce qu'on peut démarrer tout de suite? Et on voit bien que si on veut mettre le projet de loi en touche, on n'a qu'à attendre, et puis finalement...
Bon, alors certains, et on voit bien le débat déjà dans les médias hier, la position d'un certain nombre d'acteurs donnait quelques orientations. Je crois que les collectivités, c'est maintenant qu'il faut qu'elles se saisissent du dispositif. Pas besoin finalement d'avoir une vision d'une extrême finesse pour déjà se faire une idée de ce qu'elles veulent faire, c'est quoi les enjeux sur leur territoire, quelle stratégie elles veulent mettre en place, et puis elles affineront chemin faisant. Mais le pire serait sans doute d'attendre, d'avoir un outil formidable pour se décider, alors qu'il y a déjà pas mal de choses à faire pour avancer sur cette question de l'évolution des politiques d'attribution. Madame Berthier. Juste une petite dernière petite précision. Donc effectivement, pour rebondir sur les propos de Claire, dire on formule une stratégie. D'abord, on se dote de la compétence, de la connaissance, et on essaye de commencer à instrumenter cette démarche-là en réunissant et en faisant fonctionner l'interpartenariat. Ça, c'est absolument indispensable, et ça permet au moins d'avancer et surtout de déblayer le terrain. Par contre, ce qui me fait réagir personnellement, c'est qu'on avance tout de suite sur la question de la compensation financière au niveau des loyers. Pourquoi ? Parce que on est dans une situation quand même délicate au niveau des finances publiques. On sait bien que nombre de communautés qui jusqu'à présent étaient quand même relativement généreuses en matière d'aide à la pierre, complémentaire à celle de l'État, sont en train de réviser leur règlement d'attribution, de financement, bien évidemment, beaucoup à la baisse, ou en redéployant sur davantage de logements, et donc une subvention qui ne sera pas aussi généreuse. Donc si on demande d'entrée de jeu à la collectivité d'abonder ou de péréquer le système pour aider à la minoration du loyer, je ne sais vraiment pas comment on va pouvoir faire, parce que là, ce sont non pas des subventions ponctuelles, mais c'est un fonds de compensation durable. Et quand on fait le compte, commencez à regarder un petit peu ce que ça donne, et quand on fait le compte de ce que ça représente comme masse financière, mais c'est colossal. Donc je ne pense pas, personnellement, que l'idée d'un fonds de péréquation strictement porté par une communauté, même avec des partenaires financiers, soit la solution. Dès qu'on entre dans la compensation du fonctionnement, je crois que là, effectivement, on va dans le mur, on n'y parviendra pas. Et surtout si ça porte sur... Alors, il y a eu des expérimentations qui ont été faites, je vois dans Métropole notamment, il y a eu des compensations qui ont été faites, mais très ponctuellement. Par exemple, pour aider ponctuellement à des relogements. Alors, ce sont des compensations financières qui sont faites sur 2-3 ans, maximum, 3-4 ans, maximum aussi. Mais on voit les sommes considérables qui sont en jeu aujourd'hui. C'est un peu le même système que la compensation dans certains secteurs, comme par exemple, je crois que c'est sur Tourpus, où la communauté a décidé de compenser le risque de vacances, c'est-à-dire un portage effectivement de la vacance pendant un certain temps. Mais ça n'est en rien durable. Donc, prendre une solution qui n'a rien de durable, c'est aller dans le mur quand on parle de péréquation de loyer. Voilà un petit peu mon message quelque part, parce que c'est quand même très très compliqué. Mais dans l'équation, pardon Anne-Catherine, mais dans l'équation entre des fonds nouveaux à apporter qui seront nécessaires sur certains territoires et effectivement pour les communautés qui sont déjà sur des contraintes financières très fortes, je le disais tout à l'heure, ça va être compliqué, il y a la variable temps. C'est-à-dire que si on veut que ça se passe sur une durée très très courte, il faudra effectivement injecter des fonds de façon importante, sinon les choses se feront sur le temps long de la réforme. Alors sur cette question-là, je ne suis pas la porteuse nationale de l'intention de mettre en place des fonds de péréquation locaux. Simplement, on voit bien, pour suivre un certain nombre de réflexions qui ont déjà été engagées sur cette réforme des loyers en anticipation, qu'il y a une équation qui ne fonctionne pas. Donc la question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a obligation de faire, et c'est effectivement peut-être l'habileté de la loi de dire, la question des loyers ne doit pas être un frein, et vous avez éventuellement possibilité d'augmenter à concurrence, mais éventuellement à possibilité d'augmenter, et c'est plutôt le curseur de la minoration qui est pointé. Voilà, donc sur cette question-là, simplement, il faut être vigilant au fait, comme le dit effectivement, comme vous le dites toutes les deux, c'est à la fois attention à ne pas mettre en place des modèles économiques qui ne sont pas tenables dans le temps. De mon point de vue, c'est s'il y a mise en place de fonds de péréquation, c'est bien évidemment temporaire, et c'est de mon point de vue
en particulier, même si on peut être assez sceptique sur le caractère temporel de la chose, c'est en particulier sur les quartiers en politique de la ville, parce qu'il ne faut absolument pas augmenter les loyers dans ces territoires. Dans un certain nombre de cas, ça paraît évident, mais il peut y avoir aussi cette tentation, et là, attention sur la question de la mixité sociale. Donc, il y a bien évidemment, si cette réflexion est menée, elle doit bien évidemment être menée de manière temporaire, pas dans l'ensemble de l'équation, bien évidemment, et sur des problématiques ou sur des territoires très spécifiques, dans un contexte où effectivement, il faut, comme le dit effectivement Claire, attention à ne pas entretenir de l'immobilisme, parce que le risque, c'est qu'effectivement, on attend une prochaine loi qui amende tout ça, comme ça a été le cas pour les remises en ordre des loyers, pour effectivement ne pas bouger sur ce sujet. Or, encore une fois, on n'obtiendra pas, on ne fera pas évoluer les pratiques, on ne fera pas jouer les curseurs sur ce rééquilibrage entre les quartiers pauvres et le reste de l'agglomération si on n'agit pas sur les loyers, on le sait tous, c'est le déterminant premier sur lequel il faut agir. Donc voilà, l'ambiguïté de la situation et la vigilance que tout le monde doit avoir, je crois, c'est celle-là, c'est de faire attention à avancer sans pour autant se mettre dans des carcans ensuite dans lesquels personne ne peut ressortir. Sans doute. Et l'intelligence du projet de loi, c'est de finalement, sur ce registre-là, de ne pas donner des consignes ou des dispositions qui soient trop enfermantes, mais au contraire de laisser les territoires organiser les choses en fonction de la façon dont se présente l'équation sur leur propre, dans leur propre situation. Merci beaucoup. Merci pour cette webconférence très riche. Nous espérons que nous avons éclairé sur le contenu de ce projet de loi, je le répète, présenté en Conseil des ministres hier. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction qui s'affiche sur votre écran. Et puis, j'en profite pour vous indiquer que la prochaine et dernière session du cycle de webconférence sur la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, on en a parlé aujourd'hui, donc qui se tiendra mardi prochain 19 avril à 10h30 sur la cotation des politiques d'accès au logement, donc toujours en partenariat avec l'ADCF et Espace Cité. Et donc nous aurons le témoignage de Rennes Métropole sur cette webconférence. Et puis évidemment, je vous rappelle que les premières sessions sur la conférence intercommunale du logement, l'observation au service des politiques d'attribution, l'accueil et l'information du demandeur et puis les politiques de mutation et de location choisies sont évidemment disponibles en replay sur le réseau Habitat Logement, le site de la DCF et d'Espace Cité. Voilà, je vous souhaite une très bonne